Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans mon podcast Au cœur du lien, dans lequel je vous fais beaucoup de sujets sur la construction du lien, sur la relation de couple, tout ce qui se rejoue dans la relation de couple par rapport à comment on s'est construit. Et aujourd'hui, je vais aller à la rencontre de ce qui nous relie, ce fil qui est invisible et qui est pourtant tellement essentiel dans nos vies, qui s'appelle le lien. Et de pourquoi en fait on cherche à se connecter aux autres, pourquoi on a parfois peur d'être proche de cette proximité et finalement comment elle naît dans la vie, cette magie du lien humain et parfois cette terreur aussi. Et je vous avais déjà dit plusieurs fois que j'allais faire un podcast sur le sujet, en fait sur la construction du lien et de comment le lien se construit. Alors voilà, c'est aujourd'hui. Dans notre chemin de croissance, on a des besoins. À différents stades de l'enfance, on a des besoins différents. Par exemple, un enfant, il va apprendre à différents stades comment on dit, je ne sais pas si on dit la proxémie, en tout cas le mouvement, la manière d'attraper les choses, la manière de construire son cerveau, la manière d'apprendre le langage. Et puis en fait, quand on passe toutes ces différentes étapes, on n'a pas les mêmes besoins au même moment de l'enfance. Et parfois, ces besoins sont nourris par nos figures d'attachement, et parfois, ces besoins sont pas nourris. Et beaucoup de théories parlent de ça, de la construction du lien de manière différente, dans des études différentes. Donc, je vais illustrer mes propos aujourd'hui avec certaines de ces études, donc en commençant par la théorie de l'attachement de Bowlby et Ainsworth, qui apprend en fait que l'enfant il va construire son monde intérieur en fonction de la qualité de présence des figures parentales ou des figures d'attachement. Si l'enfant il reçoit une attention stable, chaleureuse et qu'on nourrit ses besoins de manière adéquate, de manière ajustée à lui ou à elle, il va développer un attachement qui est dit sécure. Donc il va pouvoir explorer le monde en confiance. Si l'environnement il est imprévisible ou totalement absent ou rigide ou contrôlant ou qui demande la perfection, ça donne des styles d'attachement insécures qui s'appellent en fait évitants, anxieux, désorganisés. Et moi j'aime bien la théorie de l'attachement parce que c'est vrai que je vous avais dit en imago on va un peu plus loin et on regarde qu'est-ce qui se rejoue en fait dans la relation de couple par rapport à ces styles d'attachement. Et c'est intéressant de voir que quand même, dans la théorie de l'attachement, après des milliers d'enfants et d'adultes qui ont été en fait mis sous contrôle scientifique, on tombe tous et toutes dans une catégorie. Et ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps, parce que c'est quelque chose qui se travaille. Et les traits de base, on va probablement toujours les avoir, les traits anxieux, les traits... Et en même temps, c'est très possible d'aller vers quelque chose de sécure, de devenir une personne sécure. D'ailleurs, quand je deviens une personne sécure et beaucoup plus ancrée, si je me remets avec un style d'attachement évitant ou anxieux ou désorganisé, ça va me réactiver mon ancien style. Donc voilà, ça c'était pour le petit rajout. Imaginez par exemple un enfant qui pleure et qu'on va réconforter ultra rapidement en lui disant non mais c'est rien, ça va passer. En fait, il va tellement apprendre que ses émotions elles sont pas valides et un enfant qui pleure et qu'on va réconforter de manière adéquate en lui disant qu'est-ce qui se passe, ça t'a fait peur, t'es triste, qu'on lui fait un miroir émotionnel. Cet enfant-là, il va apprendre que le monde extérieur est sécurisant. Et ce simple geste répété pendant des années, ça fonde une base en fait qui est solide pour toutes ses relations futures. Un enfant à qui on montre qu'il doit taire ses émotions, ça pose un socle en fait pour toute sa vie, pour toutes ses relations futures que c'est insécurisant de montrer ses émotions. Imaginez la construction des neurones de notre cerveau, de milliards de connexions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu
Un enfant qui apprend à parler, c'est tellement rapide à quelle vitesse il, il mange, il avale tous les mots, il les ressort. Et donc, imaginez le poids que de l'éducation, le poids des messages qu'on reçoit pendant des années, et combien c'est difficile d'aller les déconstruire plus tard. Combien ça prend des années, en fait, à notre cerveau adulte, qui est beaucoup moins plastique que celui de l'enfant. Ça veut dire que nos connexions neuronales se recréent moins rapidement. Et imaginez combien de temps ça nous prend pour déprogrammer tout ça. Et pourquoi parfois quand je grandis, du coup, je vais fuir l'intimité ou le lien ou la vulnérabilité et je vais m'en protéger. Moi, j'aime bien la réponse de la méthode Imago que je trouve intéressante, c'est qu'on porte des costumes de survie. Ça, c'est des rôles adoptés dans l'enfance, en fait, pour éviter la douleur, pour éviter de sentir que quelque chose va pas, que j'ai un manque de connexion. Et ce manque de connexion, je peux le sentir parce que tout ce que j'ai envie, en fait, en rentrant dans la vie, en arrivant dans ce monde, c'est de partager de l'amour. C'est d'être aimé, c'est d'aimer. Et parfois, je me rends compte en grandissant que c'est pas si facile pour les autres de recevoir mon amour, que c'est pas si facile pour les autres de me donner de l'amour de manière adéquate, de s'intéresser à mon monde, de me poser des questions d'intérêt, d'accepter que je suis différent de leurs valeurs, de leurs jugements, de leur manière de voir les choses, pour les figures de référence et puis pour les autres enfants autour. Et du coup, moi, j'ai envie de correspondre, j'ai envie d'être adéquat pour rester en lien quand je suis enfant. Et j'ai aussi envie d'explorer le monde. Donc parfois, c'est antagonisme. Et si j'ai été peu entendue, critiquée ou porté trop de responsabilités sur mes épaules, je vais développer des protections. Le clown, le masque de l'humoristique, le masque impassible, le sauveur, l'indépendante, l'indispensable, la perfectionniste. Et je vous ai fait beaucoup d'autres podcasts sur tous ces sujets-là que vous pouvez aller écouter. Je les ai pas numérotés, mais je vais changer ça en 2026. Je vais probablement numéroter les podcasts pour pouvoir faire référence. Et tous les messages répressifs de l'enfance comme « ne pleure pas, tu dois être forte », waouh, ça coupe de notre vulnérabilité. Alors en fait, adulte, se rapprocher émotionnellement d'une autre personne, ça peut réveiller une ancienne peur du rejet, une ancienne peur de la honte, du sentiment d'être inadéquat. Le besoin du lien, il reste, mais en fait, il se confronte à une peur inconsciente d'être blessé. Souvent, c'est inconscient. Et même quelqu'un qui a travaillé 15 ans sur soi en développement personnel, en psy, en hypnose, en tout ce que vous voulez, des fois, on a compris, mais quand on se reconfronte pas, en fait, à cette chose qui nous active pour aller la guérir, ça fonctionne pas. Parce qu'inconsciemment, on est tout le temps en train d'élaborer des stratégies pour éviter ce truc cette peur inconsciente, en fait, de là où se trouvent nos plus grosses blessures. Et même moi qui me connais bien, je me prends en exemple, qui a travaillé sur moi, mais schémas relationnels pendant très longtemps, en fait, ça m'active encore et encore et encore. Et j'ai parfois très peur de communiquer des choses. Parfois, je me demande de quelle manière je dois le faire. Parfois, ça sort n'importe comment, sous le coup de la colère. Ça se travaille. Voilà. Et parfois, on se protège du lien parce qu'on a une peur inconsciente de s'abandonner dans l'amour. Mais en même temps, si j'essaye pas, dans l'action, je peux pas déprogrammer cette peur. Je peux pas la ramener à la conscience. Je peux pas sortir ces ombres pour les remettre dans la lumière. Et si j'évite tout le temps par d'autres manières, ça marche pas. Et c'est pour ça que la méthode Imago, c'est une méthode du lien, mais c'est une méthode du lien de soi et du lien de l'espace sacré qui est la troisième personne de la relation, l'espace entre les deux personnes, et du lien avec l'autre pour traverser le petit pont, pour visiter le monde de l'autre. Et je peux passer des années à travailler sur moi. Si je vais pas travailler ce qui m'a blessée dans la relation,
ça va se réactiver. Alors je dis pas de pas le faire, mais de faire les deux. De faire les deux. Un seul, ça suffit pas. Et voilà. Voilà. Parfois, on se construit pour plein de manières différentes. Où on va mettre des costumes de survie. Si vous voulez aller plus loin dans le sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les costumes de survie. Et cette construction particulière fait qu'à des endroits, sans m'en rendre compte, je me suis protégée du lien. Par exemple, dès que je sens que l'autre personne elle a une émotion ou qu'elle est énervée, je vais fuir. Je vais fuir. Dès que je sens que l'autre personne pourrait tire un peu l'élastique de manière trop tendue, je vais faire des crises de jalousie. Et ça, c'est une manière de tester le lien. Du coup, on développe tout un tas de stratégies comme ça pour essayer de garder le lien, qui parfois sont complètement nocives et à côté de la plaque, mais on ne sait pas faire autrement. Parce que c'est tout ce qu'on a appris. Mais l'adulte que vous êtes aujourd'hui peut faire différemment. L'enfant, il pouvait pas. L'enfant, il n'avait pas le choix, il était obligé de mettre des stratégies en place pour se protéger. Et en fait, on a dans cette construction du lien des affinités avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. Et l'attirance, elle a des racines profondes. On peut parler de connexion d'âme pour ceux et celles que ça intéresse. Si je reste dans la matière et dans les études scientifiques et dans ce qu'on connaît, dans la clinique, dans la pratique clinique, on est complètement inconsciemment attiré par ce qui nous est familier, même si ça ravive d'anciennes blessures. Et c'est pourquoi je choisis un ou une partenaire qui est un parfait imago, qui a les traits négatifs et positifs de mes parents, même si j'ai pas l'impression au début. Parce qu'en fait, par rapport à ce comportement-là, moi je sais me comporter. Mais par rapport à l'enfant que j'étais, pas par rapport à l'adulte. Mais l'adulte continue, si c'est pas conscient, de se comporter comme l'enfant. Une personne qui est distante, un attachement évitant, peut me rappeler un parent absent. Et voilà, je rejoue la scène du passé encore une fois, en espérant une issue différente. Parce qu'en fait, je vais choisir un ou une partenaire inconsciemment pour guérir, pour faire l'expérience d'autre chose. Et en même temps, je prends ce que je connais. Vous voyez le problème. Je pense que ça va faire sourire certains et certaines. Mais cette affinité, elle va aussi naître d'une reconnaissance implicite. T'es comme moi, tu me comprends. Il y a quelque chose qui rapproche au début de la relation. Un miroir, en fait, qui se sent. Et souvent, ça, c'est parce qu'on prend une personne, on choisit une personne qui a des blessures à peu près aux mêmes endroits de l'enfance que nous, dans les mêmes stades de l'attachement. Nous, on appelle ça des stades de l'attachement en imago. Donc, par exemple, à l'attachement 0-18 mois, à l'exploration, à la compétence, à l'identité. Et en général, on a mis un costume de survie qui était complètement inversé. Et le miroir émotionnel, en fait, on le sent au début de la relation. Chacun se sent vu, entendu, parce qu'au contact de l'autre, le meilleur de moi, en fait, surgit. Le meilleur de moi surgit. Et après, petit à petit, on tombe dans se connaître, remettre les armures. Et ça, c'est toute une autre histoire. Et du coup, dans cette construction du lien, on a Stéphane Porges qui a élaboré la théorie polyvagale qui montre que le système nerveux, il va orienter tous nos comportements relationnels. Et des fois, c'est pas vous qui vous énervez, c'est votre système nerveux qui est activé. Des fois, c'est pas vous qui fuyez, c'est votre système nerveux qui est activé. La dissociation, pareil. Le faun, où je m'adapte, me suradapte à l'autre, pareil. Le nerf vague ventral, il va favoriser l'engagement social, la sécurité, la connexion. Mais en cas de stress ou de danger perçu, c'est tout mon système qui entre en mode combat, fuite, figement, dissociation. Et là, je me retire du lien, même parfois sans en avoir conscience. Du style, là, les attachements ambivalents, désorganisés, vous allez sourire. Parce qu'on a envie d'être en lien, je me mets dans le paquet. Et quand on a du lien qui vient vers nous, quand on contrôle pas de quelle manière, hop, on fuit. Voilà, ça arrive souvent. Ça, c'est sans en avoir conscience. Un traumatisme du passé, ça peut aussi désactiver profondément notre capacité à faire confiance. Et du coup, quand j'apprends à réguler mon système nerveux et tous mes systèmes,
à détendre le nerf vague. Il y a plein d'exercices pour ça. C'est aussi apprendre à être en lien. Du coup, je mobilise mon corps, je mets de la fluidité. Et quand j'apprends à me réguler dans ma réactivité, dans mon système nerveux, tout à coup, je vais plus me sentir en hypervigilance, je vais me sentir en vigilance et je vais pouvoir laisser la place à pas de l'hyperprotection, de la surprotection, mais simplement à de la paix qui me permet de me connecter déjà à moi-même différemment et de me connecter à l'autre. Ça, c'est parce que, entre autres, mon système préfrontal, il va me permettre la conscience de moi. Il va me permettre de rester dans mes sensations, d'accueillir mes émotions. Et du coup, c'est moins explosif, c'est moins dans la fuite et c'est moins intense. Et ça me permet d'entrer en lien différemment. On a aussi des études assez clés qui sont pas toutes récentes maintenant sur l'importance du lien. On a par exemple l'expérience qui est pas très éthique, voire pas éthique du tout, mais de Harry Harlow avec les bébés singes. Donc, d'un côté de la pièce, on a un mannequin de fer qui donne du lait à boire. Et de l'autre côté de la pièce, un mannequin en tissu avec de la peau de mouton qui donne pas de lait, mais qui donne de l'affection. Et on prend le petit bébé à la naissance, on l'enlève de sa maman et on le met tout seul dans cette pièce. Et en fait, le bébé singe, il va choisir le réconfort. Il va choisir de passer 12 à 13 heures par jour dans les bras réconfortants, dans le contact, dans la tendresse, et 1 à 2 heures par jour à boire de la nourriture. Et ça montre que ce contact, il est pur, essentiel, et plus essentiel que la nourriture. Et en fait, chez l'humain, c'est pareil. Il y a assez d'études dans les orphelinats qui nous montrent ça aujourd'hui. Il y a Boris Cyrulnik qui a beaucoup étudié ça, Gabor Maté, Boris Cyrulnik. Et après la Seconde Guerre mondiale, on avait des orphelinats surpeuplés partout, avec des enfants qui étaient privés d'affection, et puis qui ont présenté en fait un développement cérébral qui était altéré. Et du coup, sans lien humain adéquat, aimant, tendre, doux et paisible, en fait, le cerveau, il va pas se structurer d'une manière optimale. C'est pour ça que c'est incroyable la méthode Imago quand on la répète. Il suffit pas de faire une fois, ça marche pas. Mais quand on la répète plusieurs fois, des petites touches, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ça nous restructure notre cortex préfrontal et ça veut dire que ça recrée des connexions là où j'aurais dû me construire de manière plus optimale en fait. Voilà, ça vous met un petit peu sur reset. Par contre, rien n'est magique, ça veut dire qu'on est obligé de pratiquer pour que ça fonctionne. On a aussi l'étude du still face de Tronic qui montre qu'en fait que la détresse d'un bébé face à un parent qui répond plus à ses signaux. Ça veut dire que si je mets un bébé sur mes genoux, je babille avec lui, j'interagis avec lui, et ben d'un coup je fais un visage impassible, une statue qu'on appelle un still face. L'attachement évitant, vous êtes vachement doué en still face d'ailleurs en passant. Je le dis avec humour, amour, mais regardez-vous en miroir pendant la journée et demandez-vous parfois quand vous êtes concentré sur ce que quelqu'un dit ou que vous jugez sévèrement les autres dans votre tête et que vous avez un visage impassible. Souvent ça c'est des signaux non verbaux qui activent vachement l'émotion de l'autre en face. Donc des fois, rien que de coller un petit sourire sur votre visage, ça change tout. Et ça vous libère aussi vous-même si vous le faites. Mais du coup, on a ce bébé sur les genoux et puis on a ce parent qui d'un coup fait un visage impassible. Et là, l'enfant, en quelques secondes, voire fractions de secondes, il manifeste un stress, il capte que le lien, il est coupé. Et il va essayer plusieurs stratégies. Bouder, pointer, gazouiller, pleurer pour restaurer ce lien. Puis en fait, très vite, quand au bout de quelques minutes, il voit que le lien, il n'est pas restaurable, il va manifester un stress physique, il va devenir tendu dans son corps, rouge, il va se mettre à pleurer, il va être complètement désorganisé et ensuite il va se retirer. Donc votre style d'attachement, des fois, il vient de là.
D'accord? C'est des boutons sur lesquels on appuie toute l'enfance. Et même un style d'attachement, une personne qui n'a pas reçu le contact, la tendresse, des bras, le berceau inconditionnel, de la lenteur dans le corps, des yeux qui regardent l'enfant, qui lui sourient, qui lui parlent, ça peut aussi être réparable plus tard dans l'enfance. Ça peut, quand c'est adéquat. Après, il y a plein d'études sur les rats. Un rat qui est isolé de sa famille. Quand on le remet dans la tribu, là, il va davantage consommer de cocaïne pour se réguler, alors qu'un rat qui a toujours eu la colonie, il va pas prendre la cocaïne, il va boire de l'eau. Et le lien social, il protège, même face à la dépendance. Il y a beaucoup d'études sur l'addiction qui montrent qu'en fait, c'est une rupture du lien. Quand j'arrive pas à rentrer en lien adéquatement avec les autres, et quand j'arrive pas à sentir l'amour, parce que je suis tout le temps tendue dans mon corps, parce que j'arrive pas à toucher, parce que je réfléchis l'amour, parce que je le fuis, en fait, je vais avoir beaucoup plus tendance à me remplir différemment et à avoir des addictions. Voilà. On a vraiment des liens avec la santé mentale. L'isolement social, c'est un facteur de risque de santé mentale et de maladie. En fait, quand on est isolé, ou même au milieu de gens, mais qu'on se sent seul, parce qu'on n'arrive plus à brancher la prise émotionnelle et à sentir l'amour, ça augmente le risque de dépression, des troubles cognitifs, des maladies cardiaques, des maladies auto-immunes. Et à l'inverse, des liens de qualité, ça va soutenir la résilience, la longévité, le bonheur, en faisant remonter les hormones du bonheur dont l'ocytocine. C'est pas le nombre de relations qui compte, mais leur profondeur, leur qualité, leur sincérité et leur sécurité. En fait, une personne qui vous donne pas de sécurité, vous allez être en hypervigilance permanente. Donner de la sécurité, ça veut dire, je vais nourrir l'espace entre nous, de compliments, de valorisation, de regard, de tendresse, de présence. Et ça donne la sécurité. Des mots qui rassurent, qui disent « tu comptes pour moi, je suis là, notre relation elle va bien, qu'est-ce que je t'admire, waouh, ça je sais pas faire, moi tu gères ». Enfin, toutes ces petites choses que vous pouvez dire, exprimer, montrer dans la relation au quotidien, qui font sentir à l'autre personne « t'es important, t'es importante pour moi, je suis heureux ou heureuse de t'avoir dans ma vie ». Et je l'honore, et du coup, pour l'honorer, je te témoigne de l'affection et de la tendresse. Ça, c'est un chemin qui nourrit, qui fait vivre, en fait, qui donne de la vitalité. La sécurité. Et oser le lien, c'est oser vivre. Quand j'ose du lien, je vais m'autoriser à me montrer telle que je suis. Je vais m'autoriser à être aimée comme je suis, et je vais beaucoup plus autoriser l'autre à être aimé tel qu'il est, telle qu'elle est. Et c'est un chemin qui est vraiment pas confortable parfois, mais qui est libérateur d'oser visiter ces parts d'ombre-là, les traverser, les transmuter, pour pouvoir sentir l'amour de nouveau, et peut-être pour la première fois de votre vie. Et je sais que quand on a été blessé, trahi, on a du mal à faire confiance de nouveau, et si vous avez un partenaire ou une partenaire qui a beaucoup de mal à faire confiance de nouveau dans son lien, parlez-en, observez vos réactions émotionnelles, relationnelles, réactionnelles, je sais pas si ça se dit, votre réactivité. Identifiez vos vieux costumes, prenez soin de votre système nerveux, et parlez, écrivez, ouvrez-vous à des personnes de confiance qui peuvent vous aider. Se relier vraiment, c'est guérir. C'est guérir, et c'est une libération. Et je sais que c'est pas facile de refaire confiance, mais du coup, entourez-vous de personnes qui vous donnent de la sécurité. Parce que c'est ça qui va vous aider à renouer avec l'amour et à renouer avec un élan d'engagement social. De dire à votre système nerveux, à votre cœur, à votre cerveau et à votre âme, tu vois, c'est pas dangereux là. Cet endroit-là, il est sécuritaire. Dans cet endroit-là, tu peux t'abandonner. En fait, quand deux personnes se voient, quand deux personnes se disent que le lien il compte, qu'on va en prendre soin à deux, c'est profondément sécurisant. Voilà. Et
Je vous ai un petit peu fait un mix pour aujourd'hui. Toutes ces choses, elles se rejouent. Elles se rejouent dans la relation de couple en permanence. On va revivre les mêmes disputes en permanence, les mêmes blessures, parfois avec des partenaires différents. La boucle, elle se rejoue. Et puis, ces répétitions, elles trouvent racine dans ce passé et on peut les transformer pour évoluer. On amène toute notre histoire dans la relation de couple. On n'est jamais seul. On amène tous nos fardeaux, toutes nos pierres lourdes là. On amène toutes nos blessures d'attachement, nos peurs, nos trahisons, notre abandon, nos besoins de reconnaissance, les colères refoulées. Tout ça, ça s'invite dans la relation et puis c'est inconscient la plupart du temps. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'avoir, entre guillemets, toujours le même type de relation ou entre guillemets de tomber sur le même genre de personne, à reproduire ce qu'on a vu dans l'enfance encore et encore. Le couple, en fait, c'est un écran. C'est un écran sur lequel on va projeter nos attentes, on va projeter nos manques, nos angoisses et nos rêves aussi, nos rêves et nos projets les plus fous. C'est aussi pas forcément le négatif, mais cette envie de redevenir vivant, curieux, d'explorer. Et c'est vraiment ce que la méthode Imago, elle explique très très bien, c'est que notre inconscient va choisir quelqu'un qui ressemble à nos figures d'attachement de l'enfance, dans l'espoir de profond guérir ce qui n'a pas été comblé comme besoin. Et du coup, cette dynamique, elle va aussi provoquer des conflits, des frustrations, des malentendus, où chacun des deux attend de l'autre qui répare une blessure qu'il ne connaît pas. C'est un appel à la conscience, c'est pas un hasard. C'est un appel à la conscience. Donc sortir de ces schémas, c'est d'abord les reconnaître. La conscience, c'est la première étape. Après, c'est le passage à l'action. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et je répète, je me reprogramme. Je travaille mon système nerveux. J'observe mes émotions fortes, disproportionnées, parce que ça révèle tout le temps, une blessure ancienne. Je me questionne, est-ce que je réagis à mon partenaire là, ou est-ce que je réagis à un souvenir? Est-ce que j'ai l'impression que ma copine en face, c'est maman là? Ouais, ok, stop, c'est pas maman, et moi je suis en train de me comporter comme le petit garçon, donc je sors de ça. Et je communique mon ressenti. Je dis juste, là il se passe un truc pour moi. Là, je te juge, là je suis énervée, là j'ai besoin d'un moment. Je communique, plutôt que de dire à l'autre, tu fais ci, tu fais pas ça. Plutôt que d'essayer de changer l'autre. Je reste curieux aussi. Si mon ou ma partenaire réagit, je peux être curieux ou curieuse, juste lui dire ok, waouh, là t'as de la colère, il se passe quoi? Et si vous avez besoin, allez faire appel à un thérapeute de couple ou faites un travail personnel d'exploration de votre histoire en fait, de votre réactivité. Le couple, ça peut devenir un lieu de sécurité et de croissance, pas en cherchant à changer l'autre, mais en prenant la responsabilité de ses blessures et en faisant un pacte mutuel qu'on va s'aider à en sortir. Qu'on va être curieux. Gardez ces mots, sécurité, curiosité en boucle et amenez ça dans votre relation. Dites-vous, mais c'est quand que je suis curieuse, c'est quand que je mets de la sécurité dans la relation pour l'autre. À chaque fois que je rejoue le mauvais parent, bam, l'autre personne, ça lui active un truc et il n'y a plus de sécurité. Le lien amoureux ou le lien de couple ou la relation, c'est une co-création. Chacun peut apprendre et construire, à voir l'autre personne comme un ou une alliée et pas comme un adversaire. Donc créer une relation plus consciente, c'est de cultiver la sécurité émotionnelle, d'apprendre la vulnérabilité, d'apprendre à écouter activement. On a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus. Développer de l'empathie, de la compassion, du soutien. Se soutenir mutuellement dans les tempêtes, dans le stress et se soutenir pour sortir des blessures et surtout se soutenir pour remettre de la vitalité ensemble. Ça demande du courage, de la patience, beaucoup d'humilité, de sortir de l'ego et les couples qui arrivent à faire ça, ils se marrent au bout d'un moment parce qu'ils se voient dans leur costume et ils en rient. Charles Bukowski, il dit « mieux vaut trouver quelqu'un pour rester enfant ensemble » plutôt que de vieillir ensemble. Mais en disant cette phrase, pour moi, elle me parle de dire de rester enfant. C'est pas rester enfant, c'est d'avoir accès
à explorer le monde, à être curieux, à goûter, à toucher, à rire, même dans la sexualité. C'est un terrain de jeu. Tout ce qui était lourd sur vos épaules, aujourd'hui, vous pouvez kiffer ensemble la vie. L'amour, il fait grandir, pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il révèle en nous ce qui demande à être soigné. Rejouer le passé, c'est inévitable. Le revivre autrement, par contre, c'est possible. Avec conscience, confiance, bienveillance, compassion, vers un chemin de libération intérieure. Voilà, si ce podcast vous parle, n'hésitez pas à partager autour de vous ces petits messages qui peuvent aider beaucoup de personnes. Et pour vous, d'en faire un tremplin pour mieux vous connaître et mieux vous aimer. C'est le but. Voilà, donc moi je vous dis merci beaucoup d'être là, merci pour votre écoute. Et puis à tout bientôt. Prenez soin de vous.